C'est ça qui est assez fort avec Raining Zone. Quand Raining Zone était diffusé à la télévision, c'était l'une des seules émissions télé où la communauté pouvait participer à l'émission. D'ailleurs, ActuRide, c'est 100 000 vues chaque samedi. Nos plus grosses vidéos, elles font plus de 12 millions. Moi, je vais te dire, dans Raining Zone, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est la passion qui anime notamment les jeunes. On a mis des années à pouvoir suivre un mec qui base-jumpait sauvagement des lieux en région parisienne. Donc lui, il monte sur des éoliennes, il saute. Il a fait 0 audience quasiment sur YouTube, enfin 0. Pour nous, il a dû faire 70 000 vues, ce qui n'était pas très fort à l'époque. C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir 2 invités dans les studios de Super Natif. Mon premier est ni plus ni moins que le Monsieur Ride en France. Il a inventé et produit des événements exceptionnels, comme le légendaire saut de Ty Chris. Je m'en souviens, j'étais en pleine époque roller skateboard, saut depuis la Tour Eiffel. Il a produit des émissions télé, des documentaires aux 4 coins du monde. Il est aussi la voix off de la mythique chaîne Riding Zone, une chaîne YouTube qui rassemble aujourd'hui près de 1,5 million d'abonnés. Bonjour Jonathan Politur, bienvenue dans le Super Daily. Salut Thibaut, salut à tous, à tous ceux qui nous regardent sur Twitch et à tous les éditeurs du Super Daily. Merci d'être là. Assis à sa droite, il y a la relève. Voilà, la relève, excuse-moi, je pose les termes. C'est la nouvelle génération, en tout cas, il a fait ses débuts sur YouTube à tout juste 14 ans. C'est ça. Voilà, avant de rejoindre les équipes en stage d'abord, et puis ensuite en tant que, on va dire, responsable communication, c'est lui qui gère notamment une partie de la prise de parole sur les réseaux sociaux de la marque Riding Zone. Il y a du job, puisqu'ils sont absolument partout, YouTube, Instagram, TikTok, on va parler de tout ça. Bonjour Antoine Bretin, très heureux de t'accueillir dans le Super Daily. Merci à vous, ça fait plaisir, on va discuter une petite heure là, ça va être sympa, il y a pas mal de choses à dire. Ces 2 voix là, pour celles et ceux là qui bouffent du YouTube, du TikTok ou de l'Instagram, vous les connaissez forcément ces 2 voix et vous les avez eues dans votre feed obligatoirement. Les amis, je suis vraiment flatté que vous veniez jusqu'à nous ici dans les studios du Super Daily, ça me fait très plaisir. Riding Zone, c'est une aventure qui a commencé sous la forme d'émission télé. Ouais. Voilà. Et qui, 15 ans plus tard, c'est ça, on est à 15... C'est ça, 17 ans quasiment plus tard. Wow, 17 ans plus tard, continue à cartonner très très fort sur les réseaux sociaux. L'histoire, elle est absolument folle. Il y a évidemment beaucoup de choses dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. On va parler production audiovisuelle. On a commencé à la machine à café juste avant, là. Je veux qu'on continue là-dessus. On va parler aussi entrepreneuriat, parce que c'est un parcours entrepreneurial, ce qui se cache derrière Riding Zone. On va parler audience, passage du B2B au B2C. Là, il y a aussi un sujet passionnant à découvrir ensemble. Plateforme sociale, évidemment. Et forcément, il sera aussi question de sport extrême. Est-ce que ça vous va tout ça à peu près comme programme ? Est-ce qu'on est OK ? Ça a l'air excitant, Ouais, carrément. Il manque des choses ou pas ? C'est complet là. Je crois qu'on est assez bon là. Ouais. On va voir déjà ce qu'on peut faire en 1h, 1h30. Mais ça a l'air bien. Ouais, déjà, il y a un challenge, j'ai resté. Tu nous mets la pression. Sinon, vous dormirez à Lyon, les amis. On vous sortira 2 sacs de couchage. Allez. Et puis vous restez à la maison. Jonathan, je le disais en intro, tu es donc le Monsieur Ride en France. Je n'ai pas trouvé une meilleure définition pour te situer. Tu es un entrepreneur passionné de médias, bien sûr, et de sport extrême. Je crois savoir que toi, tu as commencé ta carrière comme attaché de presse, ou en tout cas c'est ça. dans ce métier. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé effectivement dans les médias en tant qu'attaché de presse. Alors, pour rappel, le métier d'attaché de presse, ça consiste à tenter d'obtenir de la visibilité pour nos clients, de la visibilité en ne payant pas de pub. C'est ce qu'on appelle les relations presse. Donc, on incite les journalistes à parler d'un client. Et moi, au départ, j'étais spécialisé dans l'audiovisuel. Donc, j'avais beaucoup de clients en télé, que ce soit des chaînes de télévision, des producteurs ou des animateurs. Les amis, c'est le fameux earned media, comme on dit. C'est ça. On est en plein là-dedans. Et puis après, tu as monté sur la production audiovisuelle. Ouais. Et alors, j'ai lu quelque part que tu avais monté une boîte qui s'appelait Watch Us avec Fred Musa, le fameux Fred de Sky. De Sky, tout à fait. J'ai pas de conneries. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement un petit peu tout ça ? Ouais. Comment t'es basculé en fait d'attaché de presse à la production audiovisuelle ? Écoute, pour faire simple, moi je me suis pas mal cherché. J'étais plutôt un bon élève. J'ai eu mon bac à 17 ans, alors j'en ai 47 maintenant, donc j'ai passé un bac B à l'époque. Et puis après le bac, j'ai un peu galéré parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire.
Et donc j'ai fait du droit, j'ai fait de la géographie, j'ai fait pas mal de choses. Et puis à un moment, j'ai fait une formation, enfin j'ai fait une maîtrise de communication. Et pendant cette maîtrise, à l'époque, je devais faire des stages et j'ai découvert les médias, vraiment. Et donc j'ai fait d'abord un stage à la radio que j'ai vraiment adoré. Et suite à ça, je me suis dit, tiens, j'ai enfin, je crois, trouvé mon univers, celui qui m'excite. Et ensuite, donc j'ai commencé, pendant ce stage, j'étais attaché de presse à France Télévisions. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer des gens qui m'ont fait confiance. Et donc après, j'ai quitté France Télévisions pour intégrer une grosse société de consulting audiovisuel et dans laquelle j'étais attaché de presse et consultant en communication. Et donc pendant des années, je m'occupais de différents clients, d'institutions, de producteurs, de chaînes de télévision, d'animateurs télé, où je te l'ai dit un peu au départ, mon métier, c'était de générer de la visibilité pour ces clients. Et donc, je l'ai fait avec beaucoup de passion. Et un jour, figure-toi que quand je parle de passion, en fait, la vraie passion qui m'a toujours animé depuis que je suis enfant, c'est le ride. Surtout le ride dans l'océan, que ce soit en bodyboard, en surf. Voilà, moi, j'adore l'aventure, j'adore l'océan. J'ai eu la chance de grandir en Guyane française. Et tu vas voir où je veux en venir. Et un jour, alors que j'étais attaché de presse, il y a un client anglais qui m'appelle et qui me dit, voilà, je représente Extreme Sport Channel et on va débarquer en France et on cherche quelqu'un pour nous représenter. Et j'ai un peu halluciné. Je me suis dit, alors attends, j'ai quitté la Guyane pour venir à Paris. Et à Paris, j'ai la passion qui me rattrape via Extreme Sport Channel. Et donc, j'ai dit au client, mais génial, super, moi je suis très enthousiaste pour faire plein de choses avec vous. Donc, on a commencé une superbe relation, vraiment quasiment affective avec ce client. Et quand j'en ai eu marre de ce métier d'attaché de presse qui était passionnant, mais un peu, je le vivais mal à la fin parce que j'avais l'impression de devenir un peu une machine à faire toujours les mêmes choses, même si je changeais de client. Donc, je me suis associé avec Fred Musa et Sarah Lelouch, la fille du réalisateur Claude Lelouch, et on a créé une première boîte, Watch Us, une société de production où on a voulu mettre en avant notamment la jeunesse à travers des programmes consacrés au hip-hop et consacrés au sport extrême. Et donc mon premier client dans cet univers, c'était Extreme Sport Channel, qui m'a dit, écoute, t'es parti, nous on voudrait que tu t'occupes toujours de nous, mais vu que tu nous as dit que tu changes de métier, écoute, on voudrait que tu produises nos émissions. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire des émissions dans l'univers des sports extrêmes, avec Extreme Sport Channel notamment. Et ensuite, tu crées la société Puzzle Media. Ça, on est en 2005, et donc c'est une société de production spécialisée dans la production de contenus éditoriaux, pas que autour des sports d'extrême, autour de ce que tu me disais tout à l'heure, autour de plein d'autres dynamiques. Alors c'est ça au départ, donc on reste 3 ans avec mes 2 associés, Sarah et Fred, au sein de Watch Us, et puis après on se sépare, et dès le lendemain de la séparation, alors c'était en 2007 pour être précis, je monte Puzzle Media avec la volonté de proposer des contenus, donc des programmes autour quand même essentiellement de ce qui me passionnait vraiment au fond de moi, qui était l'action, l'aventure, la découverte. Ouais. Et donc Puzzle Media, c'est la signature de Puzzle Media, c'est action, aventure, découverte. Je voulais pas dire sport extrême, parce que déjà à l'époque, vu que j'étais un spécialiste de la communication, je me rendais compte que le terme sport extrême était trop, comme on dit, c'était trop, il excluait une certaine partie de la population. C'était trop segmentant pour parler marketing. Et donc j'ai préféré dire action, aventure, mais avec vraiment cette volonté que de parler de cet univers qui m'a toujours fasciné depuis que je suis gamin. Et donc très rapidement, je me suis positionné sur cet univers, celui que j'ai la chance de faire toujours aujourd'hui. C'est quoi exactement ? Parce que alors là, on parle d'univers que moi, je ne connais pas du tout. Nous, ici, tu sais, on travaille sur le tout petit écran, même pas le cinéma, même pas la télé, non, le mobile. C'est quoi le job exactement d'une société de production télévisuel, audiovisuel comme Puzzle Media ? Alors, c'est une super question parce que c'est vrai que les gens ne savent pas vraiment. Notre métier, avant tout, c'est d'imaginer des programmes, que ce soit pour des clients qui peuvent être des chaînes de télévision, mais aussi des marques, et de faire en sorte d'obtenir ensuite le financement et de garantir leur fabrication, de garantir la faisabilité du programme jusqu'à sa réalisation. Un petit peu, si je dois comparer à l'univers de l'immobilier, on est un petit peu les maîtres d'ouvrage
d'un projet. Et quand tu dis programme, de quoi on parle ? On parle de quoi ? De long métrage, de documentaire Alors, non, pas de long métrage malheureusement, parce que le long métrage c'est très très lié au cinéma. On ira peut-être un jour dans ce genre, mais surtout du reportage, du documentaire, du magazine, ce genre de programme. Ok. Et puis donc, il y a quoi, 15 ans, 17 ans, tu me disais tout à l'heure, pardon, tu crées cette émission de télé, hein, du coup, ce programme qui s'appelle Riding Zone, qui est encore là aujourd'hui. Je crois me souvenir, la première fois que je suis tombé sur Riding Zone, je crois que c'était pas sur, enfin, c'était sur France O. C'était sur France O, cette ouais. chaîne que moi je regardais pas très souvent, peut-être juste pour ça, c'est possible, où il y avait des très belles images de surf, etc. C'était sur France Ouais, O. le programme est né sur France O. Ouais. Le programme est né sur France Comment O. ça se passe un deal comme ça ? Comment est-ce que ça se passe, toi, Puzzle Media, tu vas voir France O ou France Télé, comment ça ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, donc même si je faisais un autre métier, j'avais déjà les contacts, puisque mon métier d'attaché de presse, j'étais en relation avec les patrons de chaîne. L'intérêt de ce métier d'attaché de presse, c'est qu'on est tout de suite en relation avec les décideurs. Et donc je connaissais assez bien les différents patrons de chaîne, parce que c'était déjà mes clients en tant que communicant. Et donc quand j'ai créé cette nouvelle activité, je suis notamment allé voir le pôle Outre-mer de France Télévisions, donc cette chaîne qui s'appelait France O, et j'y suis allé avec un discours assez clair parce que voilà, moi je viens de Guyane, donc je viens de l'Outre-mer à la base, et je connais ces populations d'Outre-mer où on est beaucoup plus jeune qu'en France métropolitaine. Pour donner un chiffre très clair, en France métropolitaine, plus de 50% des gens ont plus de 55 ans. Dans les territoires d'Outre-mer, plus de 50% des gens ont moins de 25 ans. Et donc je suis allé les voir en leur disant, voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une émission autour de ces sports qui racontent des valeurs exceptionnelles, qui mettent en avant des paysages dans lesquels on pratique, notamment outre-mer, parce que nos outre-mer français, on a la chance d'avoir la Polynésie, avec cette vague exceptionnelle de Teahupo'o, on a la chance d'avoir la Réunion, avec des événements comme le Grand Raid, avec des paysages idéaux pour la pratique du trail, pour la pratique des sports outdoor. Pareil aux Antilles françaises, où il y a toute une scène liée à l'univers de la surf culture. Et donc je leur ai dit, voilà, je vous propose qu'on fasse une émission autour de ça. Ça va parler aux jeunes, ça va valoriser ces territoires, et tout ça avec des valeurs formidables, puisqu'on est sur des sports qui n'ont pas spécialement toute l'économie qu'il y a dans les grands sports qu'on connaît et que les médias traitent à longueur de journée. Je pense au foot, je pense au basket, je pense éventuellement au cyclisme, au rugby. Ces sports, ils ont des économies, des écosystèmes. Et moi, ce qui m'excitait et ce qui m'a toujours passionné dans les sports extrêmes, c'est que la plupart des pratiquants, quand ils pratiquent, ils le pratiquent par passion. Ils n'attendent pas de passer dans un club, d'en vivre spécialement. Ils ne veulent pas devenir professionnels. Ils ne veulent pas devenir professionnels. Certains vont le devenir peut-être, mais même il n'y a pas toute cette économie autour. Et moi, je trouve qu'il y a une espèce de pureté qui fait que dans nos sports, on peut faire bouger les lignes simplement en s'écoutant. Et là, quand tu vas voir France Télé, il n'y a pas un appel d'offres. Non, pas du tout. Non, tu arrives y a avec pas d'appel d'offres. Non, tu arrives avec ton idée dans ta valisette ou dans l'ordinateur, tu leur dis j'ai ça comme idée. C'est quoi. ça. Et là, ils me disent écoute, on te la prend, mais il faut que ça coûte très peu cher. Ah, ok. Et donc, je l'ai fait pendant 2-3 ans, mais vraiment avec des misères, avec des budgets mais misérables. Et là, c'est eux qui te fixent le budget, qui te et disent. c'est eux qui me pour fixent le faire ça, budget, ok. donc ils me disent voilà ce qu'on a pour que tu fasses ton programme. Et donc, vraiment, les premières années de Riding Zone. Et toi, en face, tu Galère leur max. vends un nombre d'épisodes. Tout à fait. Nombre... Moi, je leur vends soit une demi-saison, soit une saison. En télé, souvent, on travaille un peu comme l'année scolaire, entre septembre et juin. Okay. Donc, c'est-à-dire la grille de rentrée, c'est au mois de septembre. Et souvent, les grilles finissent fin juin. Et pendant l'été, donc il y a souvent des rediffusions ou des programmes un peu événementiels l'été. Mais donc, voilà. Donc, moi, je leur vends sur la période, sur la saison, je leur vends en général 30, 40 épisodes. Et il y avait souvent, malheureusement, quand même un cut au mois de décembre où ils disaient écoute, on te lance d'abord une première partie de la saison entre septembre et décembre et on voit en fonction des retours d'audience si on continue. On rediscute. Ah, le fameux on rediscute. Ouais. Et ensuite, toi, une fois que tu as vendu ça, tu as la charge de la production, c'est bien ça. Totalement. Donc l'intégralité du contenu, comment ça marche en fait ? Ces images de ouf qu'on voyait à l'époque sur France O, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que toi, t'envoies une équipe produire des images ou est-ce que tu achètes des images à des gens qui sont sur place ? Comment ça marche ? Alors là, on va aborder quelques secrets que les gens ne savent pas. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que là, j'aimerais comprendre. Parce que Riding Zone a énormément évolué. Au départ,
j'avais vraiment zéro financement. Donc l'idée, c'était, en tant que moi de passionné, je savais qu'il se passait beaucoup de choses dans ces univers sportifs. L'univers des sports extrêmes, c'est tout ce qui est board sport, le surf, le skate, le snow, on va dire même le ski, tout ce qui est univers du VTT, du deux roues, tout ce qui est univers de l'outdoor, tout ce qui est univers des sports aériens, du type parapente, base jump, etc. Et je savais, en tant que passionné, qu'il y avait une énorme matière qui était mise à disposition en fait gratuitement. Puisqu'à cette époque-là, comme aujourd'hui toujours, ce sont les marques essentiellement qui soutiennent les athlètes, qui payent aussi les images avec un intérêt pour la marque, c'est de financer des athlètes pour qu'ils réalisent des choses un peu folles et ensuite que ces images soient mises à disposition gratuite des médias pour que les médias s'en emparent et que la marque trouve de la visibilité. Donc en fait, les premières saisons de Riding Zone, c'était essentiellement des images récupérées qu'on rééditorialisait pour raconter des histoires. Donc on était vraiment sur l'actu chaude du sport, des sports extrêmes. Et donc voilà, c'était ça les premières années. C'est pour ça que le programme était resté quand même un peu confidentiel parce qu'il y avait des choses, on tournait très peu d'images. Les seules images qu'on tournait de temps en temps, c'était quelques événements. Mais l'essentiel, c'était quand même une agrégation de contenu, alors avec une vraie éditorialisation au bout et une façon de raconter des histoires. Parce que c'est pas parce que tu ne tournes pas tes images que tu ne dois pas les raconter. Donc voilà. Et ça, c'était le début de Riding Zone. Et le gros changement qu'il y a eu dans Riding Zone, c'est que, et ça c'est intervenu il y a au moins 10 ans, depuis 10 ans, on ne récupère quasiment plus d'images. On tourne tout nous-mêmes et on est sur une approche narrative totalement différente. Donc là, quand tu as une boîte de production audiovisuelle pour la télé, on t'a confié un budget, un nombre d'épisodes en face, et là, après, toi, tu envoies tes soldats sur le front. En fait, exactement. C'est ça, hein. Exactement. Qui ramènent des images, etc. C'est ça. Et ce qui était très, très dur au début, c'est que j'avais pas du tout l'argent pour avoir ces fameux soldats. Donc en fait, je faisais vraiment tout. C'était toi qui faisais tout. Ah ouais, J'avais un stagiaire monteur, mais du coursier au cadreur, en faisant évidemment la voix, le ci, le ça, en fait, c'était vraiment... C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, quand il met une bronca dans les bureaux, tout le monde se tait. Oui, il sait de quoi il parle. Mais exactement. Alors, je peux te dire que voilà, j'ai appris énormément grâce à ça, donc dans la douleur, mais c'était quand même beaucoup de plaisir aussi, mais j'ai vraiment appris ce métier en étant les mains dans le cambouis et en pratiquant toutes les étapes de production d'une émission, de la préparation à la livraison de ce qu'on appelle le PAD, le prêt à diffuser, que tu livres au labo. Enfin, vraiment, voilà, c'est un programme qui m'a énormément appris. Donc, cette émission, elle passe en télé. Et puis, parallèlement, à un moment donné, on la voit apparaître sur YouTube aussi, cette émission. Je crois que je me souviens d'un moment où vous aviez, à la fois en télé, vous aviez au moins 500 000 abonnés sur YouTube. Et ça, je trouvais que c'était assez étonnant et assez rare. J'ai qu'un exemple que je peux mettre en face, c'est l'émission Click de Mouloud Achour. Tout à fait. Et c'était quelque chose d'assez inédit à l'époque, d'avoir autant de présence en ligne et en même temps d'être diffusé en télé. Moi, ça me surprenait, je trouvais ça étonnant. Et du coup, je me demande comment toi, tu as négocié ça avec France Télé. Parce que je sais que Mouloud Achour, il s'était exprimé sur le sujet en disant que ça n'avait pas été simple avec Canal+, à l'époque, de leur dire hey, les gars, je le pose dans mes conditions. Toi, comment ça a marché? Comment tu as fait en sorte que France Télé te dise ok, tu peux diffuser en télé et on a OP pour que tu le fasses sur YouTube? Alors pareil, là, les gens ne le savent pas trop, mais moi je suis quand même, en plus de la glisse, j'adore les médias. Et au sein de ma première expérience avec Watch Us, avec Fred et Sarah Lelouch, je m'étais rendu compte qu'il fallait absolument qu'on conserve les droits sur nos programmes. Donc, dès la première année de Watch Us, on a pu bien bosser, parce que Fred, il a ma super zo dans le rap, Sarah dans le cinéma, et moi dans l'univers des sports extrêmes, sauf qu'on ne bossait que ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais en production exécutive. Ça veut dire qu'on fabriquait le programme, et on n'avait plus les droits dessus. Et donc, moi, dès que j'ai créé Puzzle, mon envie, j'ai gardé de cette première expérience de producteur qu'il ne fallait pas lâcher de droits. Donc, j'ai dit à France Télé, ok, vous me payez très peu, ok. Mais si vous me payez très peu, je ne donne aucun droit. Ça veut dire la marque Riding Zone, elle continue à elle m'appartient intégralement et même vous ne pouvez pas globalement exploiter les images comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas en fait faire un certain nombre de choses. Donc moi j'ai le droit de faire ce que je veux avec la marque au-delà de la diffusion. Et ça déjà j'étais assez dur en égo parce que je me rendais compte que c'était l'une des clés
de ce business. Et puis, comment on est arrivé sur YouTube ? C'est que dans les premières années de Riding Zone, la chaîne François n'était pas mesurée en audience. Sauf que moi, avant, j'étais attaché de presse, mais dans une société de consulting audiovisuel. Donc, je connaissais totalement les audiences. Et je savais que cette chaîne n'était pas mesurée en audience. Et le jeu de la négo, c'est qu'à chaque fois, donc tous les 6 mois quand j'allais la voir, il me disait « Ouais, Riding Zone, c'est sympa, mais ça marche pas. C'est sympa, mais ça marche pas. » Alors je disais « Mais super, ça marche pas. C'est quoi les indicateurs qui vous font dire que ça marche pas ?» Il me disait « C'est juste, nous, on connaît, ça ne marche pas. » Du coup, on revoit le budget à la baisse. Alors, ou on le maintient. Ouais, Mais vu qu'il bien était sûr, on nul, le donc maintient, si tu veux, on maintient. Et donc moi, j'en pouvais plus qu'ils me disent ça. Donc un jour, je leur ai dit, j'aurais même pas dit, j'ai mis mes vidéos sur YouTube, vu que légalement j'en avais le droit, que eux, ils me payaient tellement peu que dans tous les cas, ils pouvaient pas réclamer les choses. Et je me suis dit, il me faut un indicateur pour qu'enfin, je puisse quantifier l'audience. Et que quand on me dit ça ne marche pas, eh ben, je puisse leur répondre, ça marche pas. Et quand pas. tu arrives voilà. avec 500 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, là, les négos, elles changent de tournure Alors, les négos changent un petit peu, et puis surtout, on se rend compte que clairement, qu'il y a une appétence du public pour le programme, que le programme, enfin, en tout cas, il trouve son audience sur d'autres plateformes, et qu'enfin, tu commences à avoir des mesures d'audience. Mais effectivement, c'était très compliqué de faire ça, mais on a réussi à le faire. Et grâce à ça, on a pu faire naître cette chaîne YouTube en utilisant en effet le contenu qu'on faisait pour la télé essentiellement, et puis petit à petit qu'on a enrichi, on lui a donné une personnalité propre. Oui, parce qu'après plusieurs années sur France-O, ensuite un petit passage France 3, c'est ça. Un jour, plus de télé. Un jour, plus de télé. Finito, voilà, plus rien. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé quoi en fait ? Il s'est passé, ça c'est la folie parfois de la télé, c'est que nous, tous les indicateurs étaient au beau fixe. Vraiment, Riding Zone, ça se passait super bien. Pour moi, vous étiez le Thalassa du sport extrême. Je te le dis. Merci beaucoup. Indéboulonnable. En tout cas, tu vois, c'est une comparaison. Il y en a qui vont dire, ouais, Thalassa, c'est un peu vieux. Mais moi, j'étais fier de ça. Parce que c'était vraiment ça. J'étais fier qu'on ait réussi à créer un rendez-vous identifié par le public. On a pris aussi une animatrice qui a fait beaucoup de bien à la marque, Tiga. Oui, c'est ça, pardon. Tiga, la très jolie métisse. Donc voilà. Qui a permis de donner de la visibilité notamment au programme, parce que les gens, en zappant sur elle, ils accrochaient aussi sur son image. Et en fait, tout simplement, un jour, avec effroi, j'entends à la radio que le gouvernement décide de fermer une chaîne. Ouais. Alors tu te dis, mais c'est pas possible, le gouvernement, qu'est-ce que j'ai à faire faire avec le gouvernement ? Donc là, on parle de François qui... Et en fait, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la Culture qui, à un moment, sous l'impact du Premier ministre, décide de faire des économies et qui disent, voilà, il y a une chaîne qui va fermer, tout simplement. Et on se retrouve... tous les producteurs qui travaillent avec cette chaîne, avec une chaîne en moins. Ouais, c'est ouf. Ouf. Et donc, tout simplement, malheureusement, c'est même pas... On peut pas dire c'est pas du tout de la faute de France Télévisions. Et d'ailleurs, je tiens à les saluer, France Télévisions, parce que ils nous ont écoutés, et grâce à eux, on a pu passer de France-O quand ils sont fermés à France 3. Et après l'aventure France 3, pendant 2 saisons, on a également continué sous une version junior, Riding Zone Junior, sur France 4. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est ils ont fermé France-O. On est passé à France 3, donc on a pu un peu tenir pendant 1 an. Ensuite, on a eu cette version junior qui, en revanche, qui était super, mais pas très cohérente, moi, je trouvais, pour la marque. Parce que quand tu dis junior, Riding Zone Junior, si tu veux, c'est rien de pire pour les enfants. Si tu leur dis junior, l'enfant, il n'a pas envie de regarder. Je me tourne vers Antoine qui dit oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Mais non, parce que forcément, les enfants, ils veulent un truc d'adulte, tu vois. Donc, et puis Riding Zone, c'est déjà un truc de jeune, donc ça sert à rien de dire junior. Mais dans tous les cas, donc, on a dû trouver un système pour continuer Riding Zone. Ouais. Et de là, et ce qu'il y avait de formidable, et vraiment merci public, merci à vous, on a fait un financement participatif, un crowdfunding sur Ulule, et qui a eu un succès complètement dingue. En tout cas, on ne se rendait pas compte de l'amour du public pour notre média. Et grâce à eux, on a pu continuer. Et écoute, et ça fait quasiment 4 ans qu'on est des pure players sur YouTube. Mais je te l'annonce un peu en exclu, on va quand même la revenir normalement. On va refaire des choses avec France Télévisions. Ah d'accord, voilà, ok. Voilà, on va refaire des choses totales ce soir. Total. Intéressant. Ouais. Voilà, regardez, écoutez bien dans le chat. On est en direct, hein, t'es sûr qu'on dit pas une connerie, c'est bon. On peut. En tout cas, d'ici quelques jours, on va vraiment l'annoncer. Mais en tout cas, ça fait des semaines et des semaines qu'on mène
de très belles négos avec France Je Télé. trouve que cette histoire, elle est folle parce que, bon, gros passage par la télé, émission culte, émission historique, quasiment, moi je trouve, en tout cas pour toute une génération, et qui a continué à vivre grâce au public. Donc tout le travail que vous aviez fait, les audiences que vous aviez constituées sur YouTube. Donc tu parlais de ce crowdfunding où là vous avez vraiment cassé la baraque, vous avez réussi vos objectifs immédiatement, ce qui a permis effectivement de basculer en pure player, donc d'aller directement produire un contenu directement en ligne. Vous avez récolté, je crois, 100 000 € à l'époque. C'est ça. En fait, malheureusement, on n'a pas été assez objectif. Moi, j'avais un petit peu peur. En fait, on s'est beaucoup posé la question avec l'équipe. En fait, on était un peu gêné de demander des sous. Parce que quand tu as l'habitude, pendant des années, de travailler avec des budgets issus des diffuseurs et ne rien demander à l'audience si ce n'est de te suivre, j'étais super gêné par cette démarche. Et franchement, on a beaucoup hésité, mais au moment, il n'y avait pas le choix. C'était soit on arrêtait le programme, et puis surtout, on n'a pas... Voilà, Riding Zone, ça n'a jamais été un programme qui génère vraiment beaucoup d'argent. S'il n'y a pas la passion derrière, Riding Zone, il y a plein de producteurs qui auraient arrêté, en fait. Nous, on aime vraiment ça. Donc, c'est vraiment... c'est quasiment vital pour moi de faire ça. Pour ma santé mentale, pour tout. J'ai besoin de faire des choses de passionné. Et globalement, on a demandé un peu trop peu pendant le crowdfunding. On a demandé à peine 40 000 €. En vérité, une saison de Riding Zone, c'est 500 000. Donc, on a demandé 40 000 €, mais on a récupéré plus de 120 000. Donc, c'était complètement fou. Et surtout, il y a eu des milliers de partages. On a senti un enthousiasme complètement fou. Et c'était magnifique de voir à quel point on était soutenus et de voir que notre travail avait un sens. Et là, vous avez quand même, il y a eu quand même à ce moment-là un pivot, c'est-à-dire vous êtes passé, c'est ce que je disais en intro, du B2B au B2C. En gros, avant, ce qu'on a compris, c'est que tu dealais avec un diffuseur et c'est lui qui te payait. Donc c'est de business to business. Là, c'est un autre format, c'est du D2C, du direct to customer, directement avec tes audiences. Ce qui était toujours très perturbant dans Riding Zone, c'est que on était en contact avec le public, donc, et on sentait cette importance qu'on avait pour eux. Qu'on avait trouvé notre place, qu'il fallait un média qui parle de ces sports, qui fascinent beaucoup de Français. Parce que nous, la France, on a une histoire très particulière avec l'univers des sports extrêmes. On est déjà le lieu, on a créé l'alpinisme, on a parmi les massifs montagneux les plus connus du monde, entre les Alpes et le Pyrénées, je t'apprends rien, t'es au Savoyard. La Bretagne est un lieu qui a vu notamment se développer énormément de disciplines autour de la voile. Le foil a été créé en Bretagne, donc voilà. Le Sud-Ouest, avec Biarritz notamment, a été le lieu de la naissance de la surf culture en Europe. Et puis quand tu regardes, il suffit de traverser la France. La France est une terre d'aventure. Quand tu vois ces châteaux suspendus sur des sommets, tu te dis, mais les Français, on a ça en nous. Et puis, bon voilà, j'ai pas envie de partir des trucs historiques, mais on a quand même colonisé la planète entière avec les Anglais. Et donc, on a cette notion d'aventure en nous. Et ces sports sont très, très liés, je trouve, à l'aventure. Et donc, pour moi, je ressentais que les Français, ils aiment ça, ils aimaient ça, ils aiment toujours ça de plus en plus. Et donc, je sentais que le public, il aimait ça. Et quand j'allais vendre l'émission à la télé, j'avais énormément de mal, tout simplement parce que la télévision, même si c'est en train de changer, est un média dont le métier, la télévision, c'est de vendre de la publicité. Et leur cible prioritaire, c'est ce qu'on appelle, en tout cas de moins en moins, mais c'est toujours très vrai, la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Et elles ne sont pas nombreuses à faire du surf. Elles ne sont pas nombreuses à faire du surf. En fait, cette ménagère, c'est la fameuse mère de famille qui fait les courses. C'est pour ça qu'elle intéresse toutes les marques. C'est elle qui choisit, est-ce qu'elle prend des Choc à Pic ou des Golden Grams. C'est elle qui décide. Est-ce qu'elle prend du Sprite, du Coca-Cola ou je sais pas quoi. Donc tu veux dire derrière que les programmes ils sont tendus vers, exactement. vers cette cible-là. Donc même si tu as un intérêt, Riding Zone s'intéresse aux jeunes et aux hommes, en vérité la télévision avait du mal avec Riding Zone parce que la télévision est un média, notamment sur les grosses chaînes privées, M6, TF1, qui s'intéresse essentiellement aux femmes. Ah ouais. Et c'est plutôt masculin le sport extrême. Et le sport extrême, c'est plutôt masculin, même s'il y a une énorme transformation. Enfin voilà, il y a vraiment, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer, et ça c'est formidable, et qui représente d'ailleurs l'avenir de nos sports, clairement. Et donc voilà, donc j'avais toujours, si tu veux, cet antagonisme entre la passion et la force que nous donnait l'audience, en disant mais c'est trop génial ce que vous faites, et la réalité de tes rendez-vous business, où tu as une chaîne qui te dit c'est super, mais
tu veux pas faire un truc sur Nabila plutôt? Je comprends. Tu vois? Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut qu'on aille vers l'amour, tout simplement. Il faut qu'on aille vers ceux qui nous donnent de la force. Donc, pourquoi ne pas s'adresser à l'audience et en leur disant, bon, ben maintenant, soutenez-nous ou achetez des contenus en particulier. Et de ça, donc, on a fait le crowdfunding. De ça, on a lancé un magazine papier, Riding Zone Magazine. Et on a même lancé notre propre plateforme, notre Netflix Action Sports, qui s'appelle Riding Zone TV, Alors, une offre payante. j'ai vu Riding tout ça, on y reviendra parce que ça aussi techniquement, si on a le temps, parce que Oui. ça c'est une plateforme OTT, c'est très spécifique, c'est très geek, hein. Attention, on va partir dans un truc un peu, je le gardais pour la fin ça, mais ça m'intéresse. Donc effectivement, juste le premier move que vous avez fait, c'est celui d'aller chercher les audiences là où elles étaient, Tout et à vous les fait. aviez déjà, elles étaient sur YouTube. Quel carton! Riding Zone sur YouTube, c'est un carton monumental. Là, je me tourne vers toi, Antoine. J'aimerais Yes. que tu nous parles un peu de YouTube. Aujourd'hui, les chiffres, 1,5 million d'abonnés pour Riding Zone sur YouTube. Bravo, c'est énorme. C'est fou. Avec toutes les semaines, une vidéo Actu Ride. Exactement. Voilà. C'est ça. Et c'est ta voix qu'on entend derrière ou Ça dépend. Ça dépend. Vous êtes à deux là-dessus? Non, comment ça se passe? Sur ActuRide, on est à 2. Ok. Quand John n'est pas disponible, je prends le relais sur l'émission. Ok. Voilà. C'est une émission qui fait quoi? Une 15-20 minutes? Ouais, c'est ça, 10-15 minutes Voilà, en moyenne. et qui passe en revue l'intégralité de l'actu, C'est ça. voilà, des sports extrêmes un peu partout dans le monde. Comment on produit une émission hebdo comme ça pour YouTube? Comment on produit une émission? Déjà, c'est les équipes. Une équipe de production, des journalistes qui sont là, qui écrivent sans cesse les news. Il faut dénicher les bonnes informations qui plaisent au public, à notre communauté. Donc, pour ceux qui regardent ActuRide, on a pas mal de rubriques. On a déjà les news, donc on revient sur les résultats de la semaine, les résultats des compétitions. La perf de la semaine, on revient sur l'exploit qui a marqué la semaine. Et les insolites. Donc, les insolites, ça peut être, je sais pas, un surfeur qui surfe avec une porte, ça peut être énormément de choses. Et les top tricks, les chutes, les fails. Les fails, Voilà. oui, bien sûr. Moi, je le vois dans les pics de YouTube, là. Les fails, Ouais. ça marche. C'est ça. Et le contest des abonnés aussi. Donc là, c'est les abonnés qui nous envoient leurs vidéos. Nous, on les partage, on les joue dans ActuRide. Et chaque semaine, la communauté choisit un gagnant. C'est ça qui est assez fort avec Riding Zone. Quand Riding Zone était diffusé à la télévision, c'était l'une des seules émissions télé où la communauté pouvait participer à l'émission. C'est-à-dire que moi, je me souviens, il y a peut-être 5-6 ans, j'étais tombé en trottinette, parce que pour ceux qui ne savent pas, ça fait 10 ans que je fais de la trottinette. J'étais tombé en trottinette et j'avais envoyé ma vidéo à Riding Zone. J'étais passé à la télévision. Waouh. Mais il faut se rendre compte que pour quelqu'un qui a 15 ans, 10-15 ans, tu envoies ta vidéo, tu allumes ta télé avec tes parents et tu te vois à la télévision. Et Riding Zone, sa force, c'était que c'était l'une des seules émissions où ça, c'était possible en fait. Est-ce que là, vous avez gardé dans Ride Actu un peu la recette de ce qui marchait en télé? C'est un peu, c'est un peu ça l'idée, un peu plus condensée, mais... Pardon, je me permets. ActuRide, c'est vraiment le programme le plus core qu'on fait. C'est vraiment, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas du tout d'effort fait vers le grand public. Alors, il y a une hiérarchisation des infos, évidemment, on va mettre en avant d'abord les vidéos les plus fortes et ce qui nous semble le plus fort en termes de nouveautés. Hein. Mais sinon, on n'a pas du tout le même langage qu'en télé. Ou même que quand on fait des sujets un peu classiques Riding Zone. Dans ActuRide, on va parler de tricks, de double whip, de triple flair, Ouais, je tout comprends. ce que tu veux. Là, Il faut on est connaître. on est, Voilà, ouais. c'est vraiment... Mm. D'ailleurs, ActuRide, c'est 100 000 vues chaque samedi. Mais ces 100 000 vues, c'est extrêmement qualitatif. C'est vraiment ceux qui sont ultra passionnés, qui pratiquent, qui suivent, qui s'intéressent. Parce que nos plus grosses vidéos, elles font plus de 12 millions. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, donc c'est vraiment ActuRide, c'est pas trop justement la télé, c'est zéro compromis ActuRide. On a voulu Ok. faire quelque chose de brut et de pur. Et comment vous produisez une émission comme ça? Donc, juste pour comprendre, vous avez quoi, une salle de rédaction? Vous avez tu parlais de journalistes. Est-ce que vous voyez une fois par semaine en disant on met quoi dedans? Comment on structure? Comment ça s'organise? Écoute, c'est assez simple. On a un doc partagé et chaque personne de l'équipe fait ses recherches. Dès qu'il y a une news pertinente, on l'ajoute sur le doc. On se fait un petit point tous ensemble, on discute énormément de savoir quelle news est la plus pertinente. Et voilà, ça se passe comme ça chaque semaine. C'est vraiment un travail en équipe quand même. Hein. Combien de personnes qui bossent sur ActuRide? Sur ActuRide, on doit être au total 4-5.
Ouais. entre le monteur et les journalistes. Donc c'est une équipe qui est assez réduite quand même. Mais il faut être passionné. Pour écrire ActuRide, il faut connaître les sports extrêmes, tous les sports extrêmes, les noms des tricks. Ouais. C'est très technique, hein, comme moi, John quand l'a vous dit. parlez des noms de tricks, en général, c'est là où je vous fais confiance. Ok, ça doit être ça. C'est pas facile. Hein. Même nous, Des fois, parfois, on c'est pas décroche. facile. Ouais. C'est pas facile. Il faut être super complet. Il faut connaître le Ouais. surf, le VTT, la trottinette, le roller. Et c'est des tricks, c'est des noms de tricks qui sont tellement difficiles des fois. Mais Sur YouTube, vous avez aussi une grosse dynamique sur les contenus vidéo shorts. oui. Où Depuis peu. ça pousse très fort. Depuis peu. Avec là des grosses perfs, hein, des formats qui, je sais pas, j'ai vu des trucs à 1 million de vues à cet endroit-là. C'est quoi, toi, les retours que tu ferais sur ce format vertical? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche moins bien? Écoute, tout fonctionne. La vérité, c'est que tout fonctionne. Il faut juste, on le voit avec Riding Zone, c'est raconter l'histoire de la meilleure façon possible. Mais en réalité, on travaille avec des sports extrêmes où les images sont tellement fortes chaque semaine. On a énormément de riders qui repoussent les limites du possible chaque semaine. Donc en réalité, il suffit, je pense, de se casser un petit peu la tête, de raconter l'histoire de la meilleure façon possible pour divertir. Parce que la réalité, c'est ça. C'est divertir la communauté, divertir le public. Donc je pense que ce qui fonctionne en réalité, chez Riding Zone, tout peut fonctionner. Il faut juste raconter de la meilleure façon possible. Et que ce soit dans ActuRide ou dans les shorts, il y a cette signature quand même de Riding Zone qui est donc cette voix off. Vous m'avez entendu depuis le départ, mais c'est une signature parce qu'on vit une époque aujourd'hui d'incarnation. Oui. Très forte, hein, avec des formats, et notamment sur les formats courts, vraiment incarnés, avec un face caméra, etc. Alors vous, il y en a, hein, on voit de temps en temps vos bouilles, mais quand même, la signature de la maison, c'est des images ouf et une voix qui raconte ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a eu un moment où est-ce que vous êtes encore tiraillé entre l'incarnation ou cette signature maison de la voix off? Bah, la signature maison, je pense que John va peut-être mieux raconter ça que moi, mais je pense que la voix off doit aller avec les images qu'il y a devant toi en réalité. Donc nos images sont tellement fortes, je pense que la voix doit accrocher et décrire le mieux possible ce qu'on voit devant nous. Ouais, après le choix de la voix off au départ, c'était effectivement ça vient de l'écriture télé. On avait quand même une nécessité. Alors là, pas du tout dans ActuRide, parce qu'ActuRide c'est assez récent, ça a 5 ans, mais dans Riding Zone, on voulait là clairement s'ouvrir au grand public. Moi, ce que j'ai toujours regretté dans nos sports, je te parle en tant que consommateur à l'époque de DVD, même de cassettes vidéo, c'est qu'il y avait une approche qu'on peut appeler action porn. Ça veut dire que c'était des images... Tu veux dire du NoFX avec des tricks, avec des tricks. Oui, avec des tricks. Ouais. Donc c'était des tricks, des compiles de tricks servis par une musique plutôt rock. Donc voilà. Et alors pour moi, en tant que pratiquant de sport extrême, ça me parlait. Et comme tout le monde, je pense... Alors avant même l'ère YouTube, on s'en fout de toute façon du support. Hein. Et qu'est-ce que je faisais en tant que bodyboarder ou en tant que skater? J'ai arrêté, tu vois, le DVD, je remettais le tricks, etc. Et moi, je me rendais compte, forcément en tant que pratiquant, que derrière un moindre, je sais pas, un 3-6, derrière le moindre flip en skate, ou derrière, je sais pas, un whip, allez, pardon, c'est un peu compliqué à comprendre, un backflip en VTT, que derrière ça, il y a toute une histoire, tout simplement. Que c'est pas simplement un mec qui fait un tricks, un mec ou une fille qui fait un tricks, c'est derrière, c'est un engagement, c'est un apprentissage, c'est une prise de risque, c'est tout ça. Et c'est ça que je voulais raconter. Et c'est pour ça qu'on a utilisé la voix off pour prendre la main au public et leur dire voilà l'histoire qu'on va vous raconter, voilà en quoi c'est compliqué. Et ça me semblait super important parce que sinon, si tu te mets, je te dis, pour les gens, on va dire typiquement la maman classique, pour elle ne voit pas la difficulté de ce qui se passe. Elle va dire, ah, c'est un mec qui saute, super, il saute. Ou il prend une vague, ah, c'est un mec qui est sur une vague. Et si tu ne sais pas, si tu ne racontes pas que derrière la vague, elle fait 2,50 m, que c'est un beach break, donc elle casse près du bord, qu'elle est extrêmement puissante, avec une lèvre monstrueuse qui peut t'écraser sur le sol, ou que pourquoi pas qu'il y a des coraux sous l'eau, que si tu tombes, tu te fracasses, tu t'ouvres le cuir chevelu, que c'est un spot sur lequel tu dois monter sur ta planche très vite. Si tu racontes pas tout ça,
les gens, ils ont du mal à comprendre les trucs. Et ce qui est normal, parce qu'on est sur des sports très spécialisés, ou que certains d'ailleurs, on n'a pas tous la chance de connaître. Tu vois, toi, je répète que tu viens de Haute-Savoie. Mais tu peux le dire Merci plusieurs pour cette fois. info, merci. J'ai aucun problème. Mais bon, tu vois, c'est compliqué pour toi si t'as pas eu la chance Bien d'aller sûr. à Hossegor, d'aller sur des spots où tu vois vraiment les vagues, de saisir les choses. Et le but du jeu, comme disait Antoine tout à l'heure, c'est quand même de raconter pour donner au public des éléments pour lui permettre de vivre le sujet du mieux possible. Et parfois, malheureusement, les personnes qu'on interviewe n'ont pas simplement, elles n'ont pas envie de tout raconter, ou elles n'ont pas simplement pas la qualité, mais c'est pas naturel pour elles. Et donc, on souhaite nous raconter ça. Ouais, je comprends. Voilà. C'est tellement technique ça. en fait. Ouais, mais Voilà, je par rapport comprends. à C'est du aussi un foot, travail quoi de que ce soit. pédagogie. C'est un travail de pédagogie. Un peu comme tu fais d'ailleurs quand vous faites dans vos podcasts. Ouais, Vous totalement. passez du temps à raconter pour qu'on comprenne c'est quoi le métier, c'est quoi la fonction. Et c'est ça qui va intéresser les gens, je pense. C'est une fois que tu as saisi la règle du jeu, ok, là tu peux me faire vivre ton histoire. Je reviens sur ces formats courts, Antoine. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation que ces vidéos shorts, elles sont un moyen, elles sont un moteur pour continuer à gagner des audiences? Oui, de toute façon, on le voit avec les chiffres. Nous, chaque youtubeur, chaque personne qui publie des vidéos sur YouTube a l'analytique, on voit les chiffres. C'est vrai qu'on s'est mis à faire des contenus courts, des shorts et des TikTok assez récemment. Je pense que ça doit faire 1 an qu'on s'est vraiment focalisé là-dessus par rapport à notre communication. Et on le voit, en fait, ça attire du public, c'est sûr. Et ça élargit notre audience beaucoup plus qu'avec des longs contenus, quoi. Et est-ce Des que tu as longs la formats. sensation, parce que j'ai déjà posé la question à d'autres, donc je fais un panel, Mhm. vous faites partie de mon panel, est-ce que tu as la sensation que ça développe 2 formats d'audience? C'est-à-dire que tu as des formats d'audience qui ont une appétence pour les formats longs que Riding Zone propose et vont consommer quasiment que cela, et puis une audience YouTube qui, elle, ne consommera que les formats shorts, ou alors est-ce qu'il y a des passerelles entre ces 2 audiences-là? Moi, je pense qu'il y a clairement des passerelles. Et dans tous les cas, tous nos formats courts sont extraits de nos formats longs. Oui. Tu vois, Top Tricks, c'est issu, c'est une rubrique d'ActuRide. C'est pareil pour les fails. Ça a été fait exprès, ça, ou pas? C'est-à-dire de rubriquer de façon un peu sharp comme ça le programme pour ensuite pouvoir le redécouper en format court? Non, à la base, on l'a rubriqué pour la télé, tout simplement, Ouais. pour avoir une rupture dans le programme et avoir à chaque fois des promesses différentes en fonction de la rubrique. Parce qu'on le sait, c'est quand même la télé, ça paraît simple, mais derrière, je crois qu'on sait tous, il y a une vingtaine de chaînes de la TNT, une vingtaine de chaînes de TF1 à C8, et donc, tu as encore plus de chaînes sur le câble et le satellite. Donc en fait, la personne qui est devant sa télé, elle a sa télécommande et elle te zappe. Mm. Donc si tu proposes pas une histoire tout le temps, si tu mets pas 2-3 petites astuces pour la conserver, elle va zapper, ce qui est normal. Et donc, voilà, on l'a fait essentiellement pour la télé. Et puis après, il s'est avéré que ces rubriques découpées, elles fonctionnaient bien aussi sur le digital. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en télé, vous avez conçu un programme qui doit être très efficace pour attraper quelqu'un qui vous prend en cours de route. C'est ça. Donc il tombe au milieu, boum, et il a des petites capsules. Il y a plein de petites capsules à l'intérieur. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui aussi dans une partie des contenus qui sont proposés sur la chaîne Riding Zone. Et c'est pareil, on est dans une époque d'extrême zapping, donc finalement il se passe la même chose aujourd'hui. Cette stratégie, elle continue à marcher. Quand tu regardes ActuRide, finalement, toutes les minutes 30, toutes les minutes, boum, tu passes à un sujet suivant, ce qui est sans doute un bon moyen de travailler vos taux de rétention, vos temps de rétention, j'imagine, sur YouTube. Exactement. Mais en revanche, il y a quelque chose que les gens ne savent sans doute pas, c'est que sur l'affaire des shorts, c'est super pour faire croître l'audience, puisque en 2023, on a une croissance assez extraordinaire, notamment sur les shorts. Mais en revanche, en termes de revenus, c'est vraiment pas top, parce que YouTube ne paye qu'au-delà d'1 minute. Donc au final, bon après je sais qu'il y a plein de fans de l'algorithme de YouTube, moi aussi j'adore YouTube, je les respecte énormément, mais quand même, on peut dire que les mecs, ils se font bien du blé sur nous. Ouais, tu veux dire aujourd'hui J'espère que YouTube ne nous écoute aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, la monétisation est très modeste sur les shorts, c'est ça que tu dis. Ouais. Elle est inexistante, je crois. Ouais. Si, il y en a un petit peu Ouais, sur mais- des shorts, ouais, mais elle mais est beaucoup ridicule. moins qu'une Ouais. vidéo YouTube. Et sur TikTok, en effet, pour que le TikTok soit monétisé, il faut que la vidéo fasse plus d'1 minute. Ouais. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, la manière de consommer, je pense, pour des gens sur les réseaux, elle a énormément évolué. Avant,
quand tu voulais regarder des vidéos ou quoi que ce soit, t'allais automatiquement sur YouTube et tu te bouffais une vidéo de 20 minutes, 10 minutes sans problème. Maintenant, tout est plus rapide, faut que tout soit plus simple en fait. Donc en réalité, si jamais, à titre personnel, je pense, si jamais on veut qu'un programme continue dans le temps, il faut s'adapter à la consommation des gens sur les réseaux. Et pas le choix de faire des shorts, c'est pas le choix de faire des TikTok, quoi. Alors, et ça vous empêche pas à côté de continuer à proposer, à produire des formats plus longs, y compris sur YouTube. Vous produisez des reportages, des enquêtes, des immersions, etc. Ça, c'est pareil, une signature de la maison. Comme par exemple une vidéo très cool là, sur laquelle je suis tombé de Com Girardeau. Voilà, qui fait du Dodds. Exactement. Ça. Donc c'est il saute d'une falaise et il fait des plats. T'as tout dit, voilà. c'est ça, des c'est faux du faux plat. ouais. Des faux plats, Ouais. des faux plats. Ça a l'air d'être extrêmement technique, je m'y risquerai pas. Est-ce que ça coûte le même prix de produire ce type de reportage pour le web que pour la télé? Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on a compris que c'était pas du tout la même économie, mais est-ce que les coûts sont les mêmes? Les coûts, il y a des coûts évidemment communs, à savoir le fait de tourner les images, le fait de les monter, mais il y a des coûts que tu supprimes, en tout cas que tu peux supprimer sur le digital, qui vont être par exemple l'étalonnage. Donc tu peux faire un étalonnage plus rapide. Le mix son, tu peux faire un mix un tout petit peu moins poussé parce que tu as moins de normes qu'en télé. Il faut savoir que chaque diffuseur, ils ont des normes son extrêmement précises. Et la partie, ce qu'on appelle le labo, donc une fois que tu as fait ton montage en télévision, tu dois absolument sortir donc ce qu'on appelle un PAD, un prêt à diffuser. Et ça doit passer par un labo qui va vérifier la bonne couleur de ton image, le bon mix, le fait que le montage soit parfait, qu'il n'y ait pas de faux plans. Et donc, autant de choses que tu peux supprimer sur le digital. Tu as moins de contraintes techniques sur le digital. Mais en revanche, c'est la même chose pour filmer ou pour faire le montage. Ouais, le gros est quand même là, mais ok, d'accord, c'est Exactement, intéressant les petits points techniques, ça, j'étais pas du tout au courant. Sur ce sujet des reportages, des documentaires, depuis quelques temps, on assiste, je vais dire depuis 2 ans, on assiste à une sorte de mutation, je trouve, du côté de YouTube et notamment des YouTubeurs. On a fait un épisode ici il y a peu de temps avec des créateurs de contenu qui sont en train de se transformer en véritable boîte de prod. Je veux dire, certains, c'est complètement dingue. Et en plus de ça, des boîtes de prod qui ont une grosse appétence pour les sujets d'aventure qui vous concernent. Je pense notamment évidemment à Inoxtag là, qui est parti faire l'Everest. Mais on aurait pu parler de Sève la Frite aussi, qui est sur des délires assez conjoints. Est-ce que toi, tu as l'impression que le sentiment que la prod audiovisuelle, elle s'est transformée et qu'on assiste à un nouveau modèle qui s'émancipe des diffuseurs? Moi, c'est l'impression que ça me donne. Clairement. Ouais. Là où il y a une totale révolution. Parce qu'Inoxtag, même, il va même pas la streamer. Ça sera même pas sur Prime ou Netflix, c'est YouTube. Moi, ce qui a totalement changé déjà à ma petite échelle, c'est de voir effectivement qu'avant, en fait, le média servait de filtre. Que ce soit le diffuseur, la radio ou même l'éditeur print je sais pas, Le Monde, Le Figaro, Le Parisien. Si tu voulais passer dans les médias, tu devais d'abord convaincre le patron du média qui te donnait ta chance, encore plus en télé. Tu pouvais pas aller voir une chaîne de télévision en disant « je voudrais remplacer Nagui ». Non, ça marche pas comme ça. Nagui, il a mis des années à s'imposer, il a créé un réseau, il a un talent, etc. Donc même très talentueux, c'est très compliqué de rentrer dans les médias. Donc ce qui a totalement changé la technologie, c'est qu'il a donné à la capacité à chacun d'entre nous d'accéder à une audience. Et évidemment, on les connaît désormais, ces influenceurs, ces youtubeurs qui ont su se construire des audiences parfois monstrueuses. Évidemment, tu parlais d'Inoxtag, mais le meilleur d'entre nous, Squeezie, qui s'est créé une audience, lui, il a combien? Il a 15 millions d'abonnés, une audience gigantesque. Donc c'est ça qu'a permis la technologie, c'est de s'affranchir de l'intermédiaire pour proposer directement des contenus qui vont ressembler à l'éditeur. L'éditeur, en l'occurrence, c'est le youtubeur, ou l'influenceur, ou le tiktoker, etc. Donc voilà. Et ça, technologiquement, ça n'existait pas avant. Tu n'avais pas cette capacité de parler directement au public, à moins de créer au départ ta web radio. Tu vois ?
Mais maintenant, c'est évidemment, ça fait partie c'est normal. Mais ça, c'est une révolution monstrueuse de ces 25 dernières années. Ouais, avec un modèle autour de ces grosses prods de youtubeurs, elles sont réalisables notamment grâce au partenariat de marque. C'est aussi ça Grâce au partenariat. qui est sans doute peut-être différent. En tout cas, la publicité, elle se place pas de la même manière. Tu parlais tout à l'heure des chaînes télé et des diffuseurs qui étaient des endroits où on plaçait de la publicité. Exactement. Mais c'est aussi ce qui se passe dans ces prods-là. Inoxtag, il a fait des deals avec. Alors, j'ai vu le budget, ils estiment le budget à 1 million d'euros, hein, quand même, le budget de sa, C'est énorme. sa prod, c'est quand même C'est monstrueux. énormissime, avec des deals avec Nike, avec Ouais. Air Up, Ouais. etc. Est-ce que vous, Riding Zone, vous avez envisagé d'utiliser la notoriété de Riding Zone et de financer uniquement le projet avec des partenariats de marque? Bien sûr qu'on l'a envisagé. Franchement, et d'ailleurs, on essaye de le faire. Et on le fait avec beaucoup de plaisir en fonction des marques. Après, le seul truc qui est un petit peu... moi, que je trouve un tout petit peu embêtant dans la relation marque, mais je dis ça avec quand même énormément de respect parce qu'on est très content de travailler avec des marques, c'est que, comparativement à la télé, tu vas négocier 1 à 2 fois par an un budget pour faire ton programme. Mais après, la télé te laisse tranquille. Alors, après, ça dépend. Comment tu es exposé. Si tu es diffusé en prime time, la télé va pas te laisser tranquille. Mais si tu es diffusé un peu comme nous, en matinée... Elle s'immisce pas dans ta ligne elle s'immisce édito pas dans ta ou ligne dans ton éditoriale. programme. C'est ça Et que tu c'est veux pour dire. ça qu'avec Riding Zone, on a pu faire des trucs incroyables sur la slackline, sur le parapente freestyle, sur le monocycle extrême. Donc des trucs totalement improbables. On a pu le faire avec beaucoup de liberté grâce à France Télévisions et grâce à la télévision en général. Tandis que quand tu travailles avec les marques, déjà, tu travailles sur des volumes de vidéos beaucoup plus petits. Donc, tu as beaucoup plus de temps de négo. Hein. Tu as beaucoup plus de temps de négo, ouais. non seulement. Et puis après, on te prend 1, 2, 3, 4 vidéos en fonction des choses. Et puis après, la marque, il faut que ça corresponde à son univers. Ce qui est normal. La marque, si elle te donne de l'argent, évidemment, c'est pour être vue. Elle attend que tu sois cohérente avec son image. Elle attend certaines choses. Et donc, c'est ça qui est un petit peu fatigant avec les marques, c'est que dès que tu as fini une relation avec une marque, il faut déjà que tu ailles en chercher une autre. Et puis, les marques, elles cherchent aussi quand même, ce qui est normal, ce qui est totalement logique, en fonction de leur puissance, elles cherchent des retombées, elles cherchent le maximum de retombées possible. Et donc, très souvent, c'est compliqué de faire certains thèmes qui nous intéresseraient dans Riding Zone. Je vais te donner un exemple très concret, en fait. Plutôt que de parler comme ça. Avant, dans Riding Zone, je te le disais, on pouvait faire de la slackline, on pouvait faire énormément de choses. La trotte, ça fait partie des disciplines phares dans Riding Zone. C'est très dur de travailler avec une marque hors trotte, dans la trotte. Ça veut dire c'est très dur de trouver une marque et de lui dire, écoute, viens nous aider à financer une vidéo sur la trotte. Tout simplement. Pas pour un sujet de segmentation, Pour un j'imagine, sujet de segmentation, parce cible, qu'on va dire oui, public parce que les pratiquants de trotte, ils sont peut-être trop jeunes, etc. Pas assez. Ou pas assez. Enfin, il y a toujours, tu vois, la marque, elle va trouver forcément... Et quand tu fais ton documentaire sur des mecs qui font des courses de bagnoles coupées en deux, là. Il n'y a Quelle pas une marque tu marque, mets il y a là-dessus personne. Une marque de couteau. C'est ça. Scie sauteuse. D'accord, non, mais je comprends, c'est vois vrai que c'est intéressant. Et la marque te restreint quand même dans les choix éditoriaux, à moins de trouver une marque, et ça on l'a pas encore trouvé, mais parce que peut-être qu'on n'a pas assez cherché, une marque qui nous accompagne sur l'ensemble de la saison. Ça, ce serait possible, et qui nous disent, allez, totale liberté les amis, faites ce que vous voulez, éclatez-vous. Mais en général, c'est pas ça. C'est pas ça. Les marques, c'est normal, elles ont des objectifs de vente. Voilà, on est dans un univers un peu commercial quand même. Hein. Pigé. Allez, TikTok, t'en as parlé. J'aimerais qu'on parle de TikTok. Riding Zone sur TikTok, c'est 713 000 followers, 17 millions En de vues. 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, ouais, en 2 ans. 17 millions de vues au total. Ouais. C'est quand même important. TikTok, il y a des choses à dire. Très solide, je sais. C'est quoi les contenus qui marchent le mieux sur TikTok, Antoine? Les contenus qui marchent le mieux. Alors déjà, pour TikTok, il faut savoir qu'on est très limité. En termes de contenu, il y a beaucoup plus de modération que sur d'autres réseaux. Il faut savoir que les sports extrêmes, c'est des sports qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, très visuels. Mais sur TikTok, on peut se faire bannir très simplement. J'ai vu beaucoup de disclaimers en allant sur votre compte, des trucs, attention, réalisés par des professionnels. Le bot TikTok, en tout cas l'application TikTok, est très carré là-dessus et c'est pas facile. Mais on arrive à trouver des solutions pour pouvoir monétiser nos contenus
publier du contenu qui marche à notre communauté. Et TikTok, en tout cas, les utilisateurs TikTok sont de plus en plus larges, contrairement à peut-être 1 ou 2 ans. Maintenant, il y a des cinquantenaires qui utilisent TikTok. Mon papa utilise TikTok, alors qu'il y a 1 an, jamais ça aurait été possible. Mais en tout cas, l'objectif de TikTok, c'est d'utiliser le contenu qu'on sort sur YouTube et l'exploiter sur l'ensemble des réseaux, donc Instagram, TikTok, etc., en coupant ce qu'il faut couper pour que ça soit diffusable, etc. On essaye de s'adapter à la Aujourd'hui, situation. tu dirais que TikTok, c'est un réseau social qui est plus compliqué en matière de protection d'images sensibles que Instagram, par exemple? Complètement. Ah ouais, ok. Ah, ça, c'est... Genre un gros gadin, tout ce qui est fail ou les trucs où... Les fails, on va revenir à Acturide, les fails, on ne les publie même plus sur TikTok. Avant, on essayait, des fois ça passait, des fois pas du Vous tout. les faites sniper systématiquement. Ouais, maintenant Ok. c'est impossible. Les fails, dès qu'il y a une petite chute, dès que tu tombes par terre, c'est mort. La vidéo se fait directement supprimer. Du coup, maintenant, les fails, on les utilise sur YouTube Shorts, évidemment dans Acturide, et en Reels Instagram. C'est quoi C'est les contenus qui marchent le mieux? Les On a vu ceux qui contenus marchaient, qui marchent qui le étaient mieux. difficiles, mais Il y en a 2, c'est les news, les actualités. Généralement, les insolites, ça marche bien. La communauté aime beaucoup les insolites et les top tricks. Les tricks, Ouais. les grandes performances, les tricks de la semaine. Les gens ont une certaine appétence pour ces contenus-là. Je dirais que ce qui fonctionne très fort, ça va être une performance dans un paysage de rêve. ah, toi tu Quelque penses chose qu'il y a qui une fait dimension aussi de Quand tu paysage. prends nos plus gros succès sur TikTok, ça va être, je te donne quelques noms comme ça, Anthony Villoni, un pratiquant de VTT qui va dévaler, tu vois, une crête sur une montagne dans des paysages de fou. Ça va être des choses un peu aussi, comme il a dit, un peu insolites, mais avec des choses pas très très montées, des choses un peu brutes. Mm. Par exemple, on travaille beaucoup avec Rafou BL. C'est un mec, un Nîmois qui a une très grosse communauté, qui s'amusait à faire des figures en parcours, en criant. Donc des trucs un peu fous. Donc en fait, voilà, ça va être des choses soit insolites, soit des choses qui font rêver les gens. Où ils se disent, voilà, typiquement le performeur au bord du vide ou quelque chose qui va être très impressionnant, quoi. Il faut qu'il y ait une notion de sensationnel aussi. Ouais. Des belles je comprends. images aussi. Ouais, Des ouais. belles images, tout Ouais. à fait. Aujourd'hui, les algos, et notamment du côté de TikTok, ils sont très tournés sur les centres d'intérêt communautaires. Hein. On va me proposer un contenu parce que l'algo, il a identifié que ce contenu était susceptible de me plaire avec les interactions que j'ai eues précédemment au cœur de la plateforme. Et du coup, ça pousse à une segmentation très forte. On le voit, les médias qui sont en ligne, ou même les marques, ou les créateurs et créatrices de contenu vont segmenter de plus en plus leur contenu. Du coup, aujourd'hui, tu as des verticales encore plus segmentées qu'ailleurs. Tu vas avoir des verticales skateboard, tu vas avoir des verticales snowboard, tu vas avoir des verticales kitesurf. Vous êtes sport extrême. Donc, il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que vous la sentez un peu, cette pression algorithmique de segmentation de niche? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez une opportunité demain à faire un riding zone qui soit riding zone skateboard, riding zone, tu vois, d'aller encore plus totalement. dans la segmentation? Totalement. Alors vraiment, c'est une super réflexion. Enfin, ce qui est drôle, c'est qu'on nous a beaucoup reproché ça avant même TikTok. Les ultra fans nous disaient, vous êtes le généraliste des sports extrêmes. Les salauds. Moi, je Voilà. fais du skate, tu montes Voilà, de la tu trotte. Comment montes veux-tu de que la je te mette trotte. Donc déjà, si tu vas à notre niveau, il y avait vraiment les communautés qui disaient, ouais, mais moi, je vois pas assez de mon sport, etc. Et c'est vrai que le mouvement auquel on assiste, parce qu'avant, on était les seuls, Ouais. et le mouvement auquel on assiste, c'est exactement ce que tu dis, c'est une spécialisation dans la spécialisation, et c'est une communautarisation des choses avec des chaînes de plus en plus thématisées. Et c'est vrai que les plateformes aiment bien ça. Tu Mais- prends des marques comme Salomon. Tu vois, on a une boutique Ouais. Salomon juste à côté de Salomon. Tu as racheté un coup d'œil sur leur compte Instagram. Ils ont fait un travail de segmentation de taré. Tu as Je m'étonne, parce un que- compte Instagram Ouais. par Parce qu'ils discipline font du sportive. ski, ils font du running, Ouais. ils font différentes choses. Red Et Bull, clairement, ils cherchent la Ils spécialisation. cherchent l'extrême spécialisation, l'extrême segmentation. Exactement. Et c'est quand même plutôt une bonne chose. Ce qui est normal pour une marque, pour un industriel, Ouais. un fabricant dans nos sports, c'est que chaque sport est extrêmement précis.
Moi, j'hallucine souvent quand je dis aux gens. Alors, tu m'as pas encore posé cette question, mais souvent, moi, on me disait, mais t'as encore des trucs à raconter dans Riding Zone? Là, je te la pose pas parce qu'on me pose la même en Ah podcast, bah tu vois. Eh ben évidemment, nous on sait qu'il y a toujours des choses parce qu'on est tout le temps dans l'innovation. Il y a toujours il y a toujours des gens qui créent, déjà qui repoussent les limites de ce qu'il est possible de faire dans une discipline. Et puis il y a des gens qui créent de nouvelles disciplines. Ouais. Et si tu prends le vélo, le vélo c'est complètement fou. Bien sûr. Tu vois, tu as évidemment le vélo de route, tu as le VTT. Mais ces dernières années, tu as quoi? Tu as le gravel qui est né. Et puis, tu prends le vélo de route, il y a eu une grosse tendance du fixie à un moment. Mais si je te prends la tendance du VTT, tu peux faire du downhill, tu peux faire du slopestyle, tu peux faire du pump track, tu peux faire du dirt, tu peux faire du park, tu peux faire, Oui, il y a des tu tonnes peux de faire de sous-disciplines. l'enduro. Mm. Tu peux faire. Et pour chacune de ces disciplines, il faut le vélo adéquat. Mm. Avec des suspensions, des doubles suspensions, avec un cintre large, un cintre un peu moins large. Bref. Donc c'est ça, si la beauté de ces sports, c'est qu'il faut qu'il y ait une adaptation vraiment à la pratique. Et ce qui permet d'ailleurs de repousser tout le temps, toujours plus les limites. Ça, c'est formidable. Hein. Voilà. Ouais, alors, il y a cette segmentation, elle est dure à tenir hein, quand on a, comme vous, là, un panel de sports à capter. Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Peut-être qu'il y a un intérêt aussi d'engagement, mais dans un sens qui ne va pas vous plaire, parce que je vous connais, vous êtes peace and love, mais un engagement par le clivage. C'est-à-dire que quand je fous de la trotte, je sais aussi que potentiellement, je vais avoir des commentaires de mecs qui font du roller ou qui vont faire du skate et que ça va gentiment ou pas batailler dans les commentaires. Donc il peut peut-être y avoir aussi un petit jeu communautaire sympa à jouer. Totalement. Et puis nous, on a fait régulièrement des sujets, la guerre des riders. Ouais. La classique. guerre dans les parcs entre trotte et Bien skate, sûr. la guerre à l'eau. Il y a encore entre- ça en vrai ou pas En bodyboard et surf, il y a. Sur les skateparks? non. Non, c'est calmos maintenant. Alors, il faut dire les choses. Ça existe encore, mais beaucoup moins qu'il y a 10 ans quand on a Ouais. fait un documentaire qui est sorti. Il y a 10 actuellement ans, à la disponible place sur de YouTube. l'hôtel de ville, la Ah, mais HDV c'était, au-dessus, c'était la guerre. Hein. Ah, c'était la guerre. Ah, vraiment, il y avait des créneaux à un moment donné, c'était Oh, réparti totalement. les créneaux horaires. Totalement. Et puis après, vraiment, entre le roller, le skate, le truc, il y a toujours eu en fait des conflits entre les disciplines parce que certains vont considérer qu'une discipline est plus facile qu'une autre. Certains vont considérer que leur discipline est la discipline originelle. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Mais moi, je vais te dire, dans Riding Zone, on ne critique aucune discipline. Parce que tout simplement, ce qu'on veut vraiment mettre en avant, c'est la passion qui anime notamment les jeunes. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que je trouve que... Alors attention, je pars un tout petit peu loin, mais ce qui m'a donné envie de faire Riding Zone et ce qui, moi, m'a frustré quand j'étais ado, c'est que dans notre pays, il faut que tu suives globalement certaines voies pour être quasi sûr de réussir. Il faut que tu fasses de bonnes études. Si tu fais des études de médecine, de droit, tu sais que tu as plus de chances d'avoir un bon métier que si tu fais moins d'études. Si tu fais certains sports, tu sais que tu as plus de chances d'en vivre que si tu en fais moins. Et moi, ça m'a toujours vexé, en fait, cette espèce de manque de confiance qu'on fait aux jeunes et en essayant de leur imposer, tu sais, une façon de vivre. Et moi, ce qui m'a toujours plu dans nos sports, c'est ça. C'est que c'est extrêmement varié. Et donc, dans Riding Zone, on veut toujours valoriser ceux qui font les choses. Et que tu fasses du monocycle extrême, de la trotte, de la slack, peu importe, on va jamais te prendre de haut. Jamais. Parce qu'on considère que l'important, c'est vraiment de parler des valeurs qui te motivent à faire ça. Et c'est l'engagement que tu vas mettre dans ta discipline pour lui donner une dimension supplémentaire. En tout cas, c'est super important pour nous que on n'est pas dans la moquerie. Pour Voilà, autant, et vos c'est- sujets sont très souvent tournés sur la performance, en tout cas sur un sport, une pratique sportive. Est-ce que vous avez aussi une thématique ou un pilier de contenu autour du lifestyle? Parce que quand on parle de sport extrême, le lifestyle, le style de vie, Ça rentre dedans. C'est une culture qui C'est va clair. au-delà même de la pratique d'un sport en elle-même. Hein. C'est totalement ça. Ouais. Pourquoi demain, il n'y a pas un docu Riding Zone sur la van life, par exemple? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très loin de vos sujets. Après, je vais te laisser parler, Antoine, mais clairement, on en a fait. Ouais. Ouais. On a fait des sujets sur des familles qui partent en trip en van life. Ok. Tu vois, qui partent, je sais pas, au Maroc, se tenter de surfer des vagues de rêve. Idem sur une famille qui part à Nazaré. On a fait plein de sujets sur des gens qui sont pas du tout dans la performance. Mmh. On a fait plein de sujets sur le ride et le handicap. On a fait des sujets, en fait, vraiment sur la passion, où le but du jeu, c'est vraiment de raconter la démarche, quoi. Donc parfois, on est même pas dans la méga performance.
Tu vois, donc, Oui, je comprends. on a fait tellement de choses. Ouais. Non, c'est vrai, maintenant le lifestyle a pris tellement une place importante dans les riders. En tout cas, on peut le prendre, un exemple assez concret, Aurélien Giraud, maintenant est sponsorisé par Dior. Est-ce qu'il y a 10 ans, on aurait pu envisager ces choses-là? Je ne pense pas. Mais c'est vrai, ça on l'a vu, et il y a peut-être un sujet à faire, les riders, la mode. Peut-être qu'on va écrire un truc prochainement. Ouais, bien sûr. Puis pour Aurélien Giraud, les riders et les tatous aussi, parce qu'il y a aussi matière à faire. C'est clair. Allez, juste pour recreuser du côté d'Instagram. Instagram, vous cartonnez là aussi 638 000 followers sur Instagram. Pareil, c'est des audiences quand même considérables. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est pas les mêmes contenus que TikTok. Alors, tu nous as donné un petit élément de réponse, mais quand même, moi, en général, quand je regarde comme ça une marque ou un média, je me dis, alors, jusqu'à quel niveau de détail ils sont allés? Ouais. Et Antoine, toi, comment est-ce que vous choisissez aujourd'hui le contenu que vous mettez sur Instagram ou que vous choisissez que vous mettez sur TikTok? C'est vrai que tu as remarqué que la stratégie était un peu différente. Sur TikTok, l'objectif, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est de remonter nos vidéos en format vertical et en format court. Donc l'objectif, c'est de prendre des vidéos qu'on va sortir sur YouTube et de les publier sur TikTok. Sur Instagram, on fait aussi ça, mais la plupart de notre contenu, c'est de mettre en avant des athlètes, mettre en avant des performances, mettre en avant des riders du monde entier. Donc c'est-à-dire que sur Instagram, 2 fois par jour, on va publier des vidéos qui nous intéressent, qu'on trouve stylées, entre guillemets. Et donc l'objectif d'Instagram, c'est de mettre en avant des athlètes, mettre en avant des sportifs de tous les jours, donc avec toutes les disciplines, que ce soit du skate. Là, il y a une petite tendance qui arrive, c'est du ski tracté par du cheval. Tu vois, par un cheval, pardon. Et c'est un truc de Nord d'Europe, ça, non? Ouais, c'est ski during, ça. Ça s'appelle comment? Le ski during. Ski during, ouais, c'est ça. Exactement. Okay. Donc tu vois, typiquement, c'est le genre de contenu qu'on va publier sur Instagram. L'objectif, c'est de mettre en avant du contenu, et du contenu à forte valeur ajoutée. Est-ce que là, aujourd'hui, tu constates un peu comme nous, hein, que le format vidéo, évidemment, hein, c'est votre gros format, mais que le post-collab était vraiment un gros levier d'acquisition d'audience ou de conquête? C'est quelque chose que vous utilisez, le post-collab sur Insta? Écoute, on l'utilise. Nous, on l'utilise pour mettre pareil en avant des marques lors de collaborations. Sur Instagram, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut collaborer avec des marques pour faire des jeux concours, évidemment. Donc ça nous laisse, je pense, plus de liberté pour communiquer avec des marques sur Instagram que sur YouTube. Sur YouTube, l'intégration la plus classique, vous la connaissez tous, c'est 60 secondes d'intégration en début de vidéo. On le voit avec des partenaires que vous connaissez tous les jours. Alors que sur Instagram, il y a cette liberté de, voilà, comme tu le dis, collaborer en cross-post, rassembler nos deux communautés, rassembler la communauté Riding Zone et la communauté d'une autre marque. Donc non, c'est super intéressant, en effet, c'est cette manière de collaborer via des posts, maintenant via des stories aussi. Ouais. On peut collaborer en cross-story. C'est assez intéressant. Ouais. Comment ça se passe d'un point de vue communautaire? Parce que j'imagine, je suis allé voir sur TikTok, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de conversations. Instagram aussi. Ouais. J'imagine qu'il se passe aussi beaucoup de choses en MP. Une marque comme Riding Zone, je pense que certains, ils l'ont peut-être même, se sont fait tatouer. Hein. C'est une marque quand même, c'est une love brand très forte. Donc j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses en conversationnel. Comment vous gérez ça? Je pense que c'est comme tout, il faut une équipe solide, il faut une équipe motivée à répondre à tous les messages. C'est vrai qu'on reçoit, à Riding Zone, c'est 3 millions de personnes quand même qui suivent sur tous les réseaux, donc il faut être vif, et on reçoit énormément de messages de gens qui nous envoient de l'amour pour le média Riding Zone, qui nous envoient leurs vidéos, etc. Donc c'est vrai qu'on passe pas mal de temps quand même à répondre aux abonnés. Quand tu vois abonnés, un petit qui dit je voudrais faire un stage, tu le dégages ou tu dis non, putain, c'était moi, moi. On les recrute tous comme ça. C'est vrai que ouais, carrément. Oui, et on prend des stagiaires toutes les semaines quasiment. Il y a des gens qui viennent à la boîte, qui découvrent, etc. Je suis passé par là, donc tu connais. Ouais, en tout cas, on fait très attention. On essaye de répondre le plus possible. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui nous proposent des aventures, des sujets. Bien sûr. Il y a quand même énormément de choses qui... Ouais, où j'organise telle compète, vous voulez pas venir couvrir, j'imagine. Exactement. Parce que vous êtes au cœur vous êtes central au cœur d'un écosystème, vous êtes une institution au cœur d'un écosystème ultra vivant, donc c'est vrai que vous devez être très sollicité. Et là, vraiment, en moyenne, c'est minimum, je pense, 5 demandes, en tout cas 5 propositions par jour. Hein. Ouais, tu vois, entre un mec qui veut organiser une compète en quad roller, l'autre qui veut faire une traversée de l'Europe en vélo, l'autre...
Il y a tout le temps. Celui qui veut juste un sticker. Celui qui veut juste un Faut en sticker. mettre sur son Celui-là, brelon. c'est plus facile. Jonathan, vous avez fait un énorme travail de diversification autour de Riding Zone, hein. Tu en parlais brièvement tout à l'heure. Donc là, on a parlé des médias digitaux, de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un magazine papier trimestriel. Alors bimestriel, mais malheureusement, il est en pause là. Ok. Parce qu'on l'a fait en partenariat avec un éditeur. Et donc voilà, enfin, globalement, on est en train de se séparer de cet éditeur. Mais on était très content de ce magazine et on a vraiment envie de continuer. Donc, ça. magazine papier. Il y a évidemment un site internet qui tourne à fond. Il y a une boutique, il y a un shop, Riding Zone. Et une télé en ligne, ou plutôt, je sais pas, une plateforme de streaming. On appelle ça une OTT. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce que c'est ce projet? Parce que là, je trouve qu'on arrive à un niveau de dinguerie, Jonathan, très élevé. Donc, on va conclure avec ça. Un niveau de dépense. Raconte-nous un peu ce projet fou là. Non, l'idée, c'était vraiment d'essayer de répondre à toutes les passions. Et on s'est rendu compte que sur la chaîne YouTube, que malheureusement, on avait tendance à faire comme les grands médias, même en étant indépendants, c'est-à-dire aller beaucoup plus facilement vers les sujets qui ont le plus de potentiel, tout simplement pour faire un nombre de vues minimum, plutôt que d'ouvrir totalement Riding Zone. Enfin, pour être concret, ce qui va le plus fonctionner sur la chaîne YouTube, ça va être tout simplement les choses qui sont le plus proches des gens. Donc, par exemple, tu fais des choses sur le vélo, tout le monde sait ce qu'est un vélo. Donc ça va faire pas mal de vues. Donc tout l'univers du deux roues, ça fonctionne plutôt bien. L'univers du parcours, pareil, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est assez facile de se projeter, on connaît les Yamakasi, ce genre de choses. Mais dès que tu es sur des choses un petit peu plus compliquées, en tout cas moins populaires pour la population qui nous suit, et je te parle par exemple de sports comme le parapente. Ou le free climbing, j'imagine. Alors le free climbing, ça va parce que c'est un côté facile à comprendre. Okay. Tu sais, en journalisme, tu as les lois de la proximité. Plus c'est proche des gens, plus les gens sont susceptibles de regarder. La proximité, évidemment, géographique. Y a une formule qui dit qu'un mort en France va toujours faire plus de bruit que 1000 morts en Inde. La proximité temporelle, c'est plus simple de parler de quelque chose qui va se passer demain que quelque chose qui va se passer dans 2 ans. Et la proximité sociale, c'est plus simple de parler d'un étudiant plutôt que d'un mec qui fait un métier dont tu n'as pas du tout conscience. Tu vois, donc les gens, en fait, ces fameuses lois de la proximité. Et ça fonctionne pour tout. Et dans les sports, c'est pareil. Surtout dans les sports extrêmes. Donc on se rendait compte que sur certains sujets sur lesquels on se cassait la tête, et ben au final, ça n'allait pas marcher parce que c'était trop perché pour les gens. Je te donne un exemple concret. On a mis des années à pouvoir suivre un mec qui base-jumpait sauvagement des lieux en région parisienne. Donc lui, il monte sur des éoliennes, il saute. On a mis des années à obtenir l'autorisation de le suivre. Et ben ce sujet, il a fait 0 audience quasiment sur YouTube. Enfin 0. Pour nous, il a dû faire 70 000 vues, ce qui n'était pas très fort à l'époque. Et voilà, c'était ça notre souci. C'est que quand tu suis l'algorithme de YouTube, tu es obligé de faire des choix. Et même si tu n'as pas envie de faire les choix, tu te dis, c'est con quand même, autant mettre l'énergie là où on pense faire de l'audience. Bien sûr. Et donc, on a voulu, avec Riding Zone TV, proposer des longs formats qui répondent à toutes les passions. Tu aimes le parapente freestyle, on va te proposer un film, pas spécialement fait par nous, mais un film qu'on a trouvé dans le monde sur le parapente freestyle. Tu aimes la wing foil, on va te proposer un truc sur la wing foil. Tu aimes je sais pas quoi, on va essayer de proposer des films sur toutes vos passions. Parce que dans l'exemple que je te donnais tout à l'heure du VTT, dans tous les sports, il y a des micro-niches. Et exactement pour répondre à cet ultra-communautarisme, on a voulu proposer cette plateforme avec des contenus ultra spécifiques, simplement pour dire aux ultra-fans, on vous aime, on vous respecte, et vos passions, vous pouvez les retrouver sur Riding Zone TV, parce que peut-être que sur YouTube, en fait, on ne va pas en parler, parce que malheureusement, c'est un jeu où il faut qu'on ait des retours d'audience, quoi. Donc, que je comprenne bien, c'est comme Netflix, c'est comme Prime Video, c'est sur abonnement. C'est sur abonnement. C'est sur abonnement. C'est pas cher, hein, c'est à peine 5 € par mois. 5 € par mois, je m'abonne et là même pas un magazine mensuel papier. Même pas un paquet de clopes. Non, on ne fume pas. Non. C'est le truc.
Pour 5 balles par mois, j'ai accès à l'intégralité. Tu as accès à des centaines catalogue. de films qui ne D'accord. sont pas faits seulement par l'équipe de Riding Zone, Ok. qui sont identifiés par notre équipe, qui sont parfois produits par de très gros producteurs, Matchstick Productions aux États-Unis, qui fait des films de ski extraordinaires, plein de producteurs du monde entier. Et donc là, c'est du streaming, hein, c'est pas du download. Je peux le regarder en Tu streaming. peux le regarder en streaming, tu Oui. peux aussi le regarder à la demande, Oui. etc. Et tu as ta plateforme sur laquelle tu as des centaines de titres qui sont disponibles, des films qui en général font entre 13 et 52 minutes, voire plus. Tandis que sur la chaîne YouTube, le format 13, c'est vraiment, on va dire globalement, allez, 13-20 minutes, c'est vraiment le max. Tandis que là, on a vraiment des films faits par des passionnés. Et voilà, et tu vas... Et subtitles si je veux le regarder en anglais. en français. Exactement, Ok, si tu donc veux. c'est exactement la même promesse que peut te faire un Netflix. hein, C'est exactement ça. C'est une plateforme VOD sur des contenus qui s'adressent aux passionnés de ce monde extrêmement large, l'univers extrêmement large des sports extrêmes. Voilà. Et je disais, Pour faire c'est une dinguerie, c'est très beau. Mais c'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie économique. Ouais. Bah oui, non, mais je veux dire, on vit dans une époque de la gratuité. Là, j'imagine les enjeux pour aller convaincre un public, parfois jeune aussi, C'est de compliqué. lui dire lâche tes 5 balles, tu vas avoir accès à tout ça. Ça doit être un challenge. Et puis j'imagine aussi techniquement, je crois savoir, j'ai potassé un peu. Il y a un système Vimeo derrière, il y a un outil. Tu sais tout, Thibaut, il est fou. Non, mais il y a un outil technologique aussi hein, qui implique des coûts Non, substantiels. on s'était pas rendu compte de la galère que c'était, au-delà de l'envie de proposer, parce que pour nous, il n'y a aucun doute sur la pérennité du modèle. Est-ce qu'une plateforme consacrée à des films spécialisés peut fonctionner ? Oui, on le voit. Netflix, Prime Video, Disney+, Warner TV, c'est le mouvement général. DAZN, il y a un gros mouvement et il y a de plus en plus de gens qui sont habitués à payer pour avoir accès à des contenus. Donc, sur la pertinence du modèle, il n'y a aucun doute. En revanche, est-on suffisamment costaud Pour tenir. économiquement pour tenir et trouver les abonnés? Ça, c'est compliqué parce que c'est un métier où tout de suite, à peine tu allumes l'interrupteur, tu as plusieurs dizaines de milliers d'euros qui partent en technologie, en partenaires divers et variés. Et donc là, on n'avait pas appréhendé le volume financier qu'il fallait. Mais dans tous les cas, elle existe depuis décembre 2022. Donc ça va faire quasiment 2 ans. On est en croissance d'abonnés. Et là, on espère lui redonner de l'ambition. En tout cas, on va s'associer à un prestataire technique français qui s'appelle Sportall. On va changer la technologie parce que Vimeo, c'était bien, mais bref, c'était un peu trop contraignant pour nous. Et on va voir avec ce nouveau prestataire si on peut avoir encore plus d'ambition. Mais on y croit. Moi, je rêve qu'on réussisse bien à développer cette plateforme parce que ce serait la quintessence du business, ça. Et juste un petit détail technique avant qu'on renvoie tout le monde qui nous écoute ce matin allez-y. aller s'abonner. Ce truc-là, je peux l'installer sur ma télé Sony. Ah ouais, ou sans sur problème. Partout. Ouais, partout. Ouais, j'installe une application et après j'ai accès. ça. à Netflix. Exactement. Ok. Tu peux la partager, regarder. Ridingzone.tv. Et alors, oui, Riding Zone TV, Cherchez ridingzone.tv, Riding Zone, ridingzonetv.com. De toute façon, vous tapez Riding Zone TV, vous allez y arriver. Et la bonne nouvelle, ça, tu vois, on a changé aussi, on a appris en faisant. Auparavant, on demandait qu'il fallait absolument payer pour visionner. Aujourd'hui, tu as une offre dite freemium. Ça veut dire qu'on te donne un accès gratuit à un certain nombre de films. Il suffit juste de rentrer son mail. Et si ça te plaît, tu peux t'abonner. Et donc, rien qu'en y allant, en mettant votre mail, là, vous pourrez accéder à des dizaines de films gratuits qui vont sans doute vous donner envie, je l'espère, de vous abonner. Trop cool. Voilà. Bah moi j'irai voir des trucs. Merci Thibaut. Attention, on va vérifier parce qu'on a tout. Hein. Moi, je sais. J'irai avec plaisir. Bon, ça fait déjà un moment qu'on papote. Vous avez aussi un train à prendre. C'est quoi les prochains gros chantiers là pour Riding Zone ? Qu'est-ce que c'est le prochain gros tournage, docu, reportage ? Il y a pas mal de Antoine. choses qui vont arriver. Pour tous les amateurs de sport extrême, il y a le FISE, le fameux Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Donc là, on est en train de mettre en place
une production pour le Fizz, comme tous les ans. Sinon, on a pas mal de tournages qui vont arriver, comme John, tu as pu l'annoncer tout à l'heure avec France Télévisions, mais là, on va pas trop en dire, on laisse un petit peu le suspense. Mais vous allez voir, il y a énormément de grosses productions qui vont arriver prochainement sur nos réseaux. Du coup, il faut nous suivre de très près, les amis. Voilà, Ouais. Riding Zone à peu près partout, on l'a dit, YouTube, ça. Instagram, TikTok, Oui. ridingzone.tv pour la version VOD, TV Exactement. on Demand. Énorme, merci, super discussion. Si on veut venir vous parler à vous, LinkedIn, vous êtes un peu utilisateur On est un petit peu utilisateur ok. et puis après on nous trouve sur les réseaux, mais sinon on a un mail contact at Riding Zone, il faut pas hésiter à y aller. Pardon, et puis voilà, vous regardez un peu ce qu'on fait dans ActuRide et tout, et Vraiment. c'est assez facile de trouver nos coordonnées. Les gars, La boîte de prod, c'est Puzzle Media, donc si vous voulez trouver les coordonnées de Riding Zone, vous allez sur Puzzle Media, ou vous allez sur la chaîne YouTube Riding Zone, tout y est. Hein. Puzzle Voilà. Media, Riding Zone, un C'est énorme merci les amis, c'était une super discussion, j'ai appris plein de trucs, donc merci beaucoup. Merci à beaucoup. toi. Merci à Vous êtes les bienvenus quand vous voulez ici dans les studios à Lyon. Les amis, ce podcast, vous l'écoutiez dans une application de podcast. Grand merci à vous. Balancez les 5 étoiles. Toi-même, tu sais, le petit commentaire qui fait plaisir. Envoie à la famille, aux copains, etc. Peut-être qu'ils connaissent, sans doute qu'ils connaissent Riding Zone. Faire découvrir le Super Daily. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Salut tout le monde. Ciao, bye bye.